Il est 15 heures et vous êtes sur RTI 1. Voici les grands points de l'actualité dans nos régions. Autrefois symbole de l'érosion côtière, la Houkwanda désormais stable. Mais qu'en est-il de la pêche, principale activité de ce village dans la région des Grands Ponts? La réponse dans l'impact du projet Waka, financé par l'État et la Banque mondiale. Nous visiterons aussi Tahabo dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Le maire ambitionne de transformer cette cité historique en pôle économique attractif. Qu'est-ce qui est fait et que reste-t-il encore à faire? Le point des grands chantiers de Bernard Begley-Quadio dans quelques instants. Enfin, le boom du manioc à Dimbokro, région du Nzi, avec le projet INECO, un projet du Centre suisse de recherche scientifique qui développe des méthodes culturelles innovantes, révolutionnant la production. 115 tonnes de manioc à l'hectare contre 8 avec les anciennes pratiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal des régions. Prenons tout de suite le littoral ivoirien pour une escale à Grand Laou dans la région des Grands Ponts. La Houkwanda, ce village de pêcheurs désormais sauvé de l'érosion côtière grâce à l'État et à la Banque mondiale. Ils ont financé le projet Waka et d'importantes infrastructures dont une nouvelle embouchure ont été réalisées, impactant même la pêche à la Houkwanda. Maisons détruites, cimetières engloutis par la mer, population contrainte de vivre avec la peur de voir disparaître leur village. C'était la réalité à La Houkwanda, village situé dans le département de Grand Laou. Pendant plusieurs années, cette localité a subi les effets de l'érosion côtière. Aujourd'hui, elle écrit une nouvelle page de son histoire grâce aux aménagements réalisés dans le cadre du projet Waka qui vise à protéger le littoral contre l'érosion côtière. La réalisation d'ouvrages de protection de l'ouverture d'une nouvelle embouchure ont permis de freiner l'avancée de la mer et de préserver plusieurs infrastructures, dont l'église historique du village. Dieu merci, Waka est venu, ça a sauvé l'église catholique, qui est le seul monument ancien que nous avons dans la cité. Et le reste des villages, nous sommes pour le moment en paix. Tout la Houkwanda, qui est très impacté par rapport aux 3 autres, risquait de sombrer un jour dans l'eau, parce que nous avons perdu 1,5 km qui abritait la ville coloniale avec les vestiges des colons. Donc aujourd'hui, nos enfants même ne peuvent plus avoir la mémoire du passé. Tout est parti, comme l'a dit le chef de Brafet, le seul vestige qui nous reste, c'était l'église catholique. Le projet est venu nous sauver quand même. Nous a sauvés et donc nous avons retrouvé, une belle plage. Nous avons retrouvé le sommeil parce que ce n'est plus le cauchemar pour se retrouver le lendemain dans les eaux profondes. À La Houkwanda, comme dans les villages voisins à Brafedon, Liquiliacier et Groguida, les populations saluent les retombées du projet. Pour de nombreux habitants, ces aménagements ont apporté un véritable soulagement après des années marquées par la menace constante de l'océan. Je suis fier parce que ce projet fera sortir Grand Laou de sa pauvreté. Parce que Grand Laou avait besoin de ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la chose vraie. Elle s'est réalisée. Et nous disons merci. On se sent en sécurité parce que Waka a ouvert l'embouchure. En tout cas, notre quotidien pour l'avenir, ça va aller. Mais, quand on dit mais, il y a quelque chose qui se trouve derrière. S'ils vont là, il ne faut pas ils vont nous oublier. Mais derrière ce soulagement, quelques préoccupations persistent. Des pêcheurs observent une baisse de prise et s'interrogent sur les causes de cette situation. Pour certains, il s'agit d'un phénomène saisonnier. D'autres évoquent l'ensablement progressif de l'embouchure qui nécessite un entretien régulier afin de favoriser la circulation des eaux et le retour du poisson. En tant que pêcheur, je crois que dans un mois, c'est le repos biologique que nous observons tous. Mais après le repos biologique, je crois que la pêche reprend en août. Et c'est notre grande saison de pêche. Donc, on pense que l'embouchure est bienvenue. Quand on a déplacé l'embouchure, les 1 semaine qui ont suivi, tout le monde a pêché. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas pêché. En tout cas, ça a été vraiment une pêche favorable. Mais après les 1 semaine qui ont suivi maintenant, plus rien.
Jusqu'au jour où vous nous interviewez là, si on n'est pas allé à la glacière là-bas pour payer les fruits de la glacière, on ne peut pas vivre. Le constat qu'on a fait, il faut qu'on donne un fonds à l'embouchure. On allait, nous les pêcheurs, on a constaté, le fonds qu'on a là, ça ne peut pas permettre, il y a des poissons qui ne peuvent pas le traverser. Quand il vient, qu'il touche un peu la bande de sable, il se retourne. Donc on souhaiterait que encore l'État ivoirien, si ils crient un coup, ils pourront faire le fonds dont on a besoin. Entre satisfaction et attente, les populations de Laoukpanda espèrent désormais que les acquis du projet seront consolidés afin de garantir la protection durable du littoral et la relance des activités de pêche. C'était un reportage signé Zeina Zungrana et Enoch Yao dans un commentaire de Yafolo de Zahana. Direction à présent Tabo. En accédant à la magistrature de la commune, il portait une ambition, transformer la cité historique en un pôle économique attractif. Qu'est-ce qu'il a fait à ce jour? Que lui reste-t-il encore à faire? Les réponses du maire Begré Kwadio dans cette interview exclusive réalisée par Yafolo de Zahana, et c'est dans notre rubrique Savoir plus. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, mesdames. Alors, depuis près de 3 ans, vous êtes à la tête de la commune de Tabo. Aujourd'hui, comment votre commune se porte? Je pense que le bilan pour moi, en 2 ans et quelques mois, le bilan, c'est bon. C'est bon. Et raison pour laquelle ces élections qui viennent de se dérouler tout récemment en décembre pour la législative, j'ai été candidat et les parents m'ont porté encore le voix. Et donc ça veut dire que le bilan il est satisfaisant. Tabo est une cité carrefour qui abrite des populations au profil varié. Quelle politique avez-vous mise en place pour vraiment renforcer la cohésion sociale au sein de la commune? Tabo fait frontière avec Djekano par le nord, fait frontière avec Tiers-Salé par le sud, fait frontière avec Divo par l'ouest et puis Iré aussi. Donc c'est un carrefour, mais il y a beaucoup de groupes ethniques qui sont à Tabo et donc que nous vivons très bien. Et par ailleurs, toutes ces élections qui sont passées précédemment, je pense qu'à Tabo, jusque-là, rien ne se passe parce que nous communiquons bien et nous nous accordons bien sur tout. Avant de mener une action, les populations et moi, nous regardons ensemble ce qu'il a dû faire. Et bien sûr que c'est dans l'intérêt. Et donc, c'est dans ce sens que nous continuons. La preuve en est quand on fait les conseils, le chef de la communauté burkinabé, le chef sénoufo, le chef malien, je pense que toutes les communautés sont représentées avec... tout le monde est là en tout cas pour suivre des places qui sont en train. Alors, dans la commune de Tabo, quels sont aujourd'hui les chantiers prioritaires? Véritablement, nous avons beaucoup à faire, mais ce qui a été déjà fait, ici au niveau de la ville de Tabo, depuis notre arrivée, ça fait 75 km de voies que nous avons fait les ouvertures avec un engin. Il y a des quartiers où il n'y avait pas de voies, et les gens ne pouvaient pas. Aujourd'hui, tous les quartiers sont rattachés, et il reste juste à bien aménager. Il y a des quartiers qui ne sont pas électrifiés aussi. La mairie est en train de faire les appuis en termes d'éclairage public. Nous avons fait l'ouverture des voies des villages de la commune. Il y a Ndeno, Koutié, Tabo village. Et tous ces villages-là ont retrouvé les voies reprofilées. La question d'addition d'eau aussi, il y a des campements qui ont reçu les mini-châteaux, on peut dire ainsi. Et puis, bon, en termes de construction, je pense que les écoles primaires, il y a la construction de la gare routière qui est en vue, il y a le marché qui est aménagé, et il y a les constructions. Nous avons fait à ce jour 30 magasins dans les villages et en ville, nous avons fait 50 magasins pour redynamiser le commerce. Il y a un centre commercial qui est en construction. Nous avons fait le logement de la maternité de la sage-femme de Ndénou. Nous avons fait la construction de la maternité du village que vous avez dépassé, la Kwamekro. Et puis, bon, il y a le dispensaire de Tabo village. Et la mairie a construit le commissariat de police. C'est la première fois qu'à Tabo, nous avons un commissariat de police. Nous avons fait ces chantiers-là en espace de 6 mois. Et aujourd'hui, le commissaire et toute l'équipe sont là. Nous avons fait l'ouverture, ça a été équipé par l'État de Côte d'Ivoire. La double cabine, les 2 engins. Mais la construction du bâtiment a été effectuée et faite par la mairie. Et l'équipement du bureau a été équipé par la mairie de Tabo. Tabo, je connais Tabo et Tabo me connaît.
Alors, la question foncière est un défi dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à Tabo, nous savons que l'AFOR est présente. Avec l'AFOR, comment vous accompagnez les populations à véritablement sécuriser leurs terres agricoles? Il y a eu dans chaque village des communautés villageoises, des questions de traiter le foncier. Et donc, la communication en termes de sensibilisation aussi est passée. Et donc, chaque personne a pris le temps de pouvoir faire ce qu'il pouvait faire. Mais par contre, par derrière, il y a des cas de conflit qui se lèvent. Et quand ce n'est pas la droite ligne, et quand l'autre famille, dans la famille, une seule personne veut prendre des possessions et qui n'est pas ça, c'est ce qui soulève ces cas. Mais très vite, on s'assoit et on trouve des voies à pouvoir régler ça. Sinon, pour l'heure, je pense que l'opération de l'AFOR s'est bien déroulée ici. La commune de Tabo abrite l'un des plus grands barrages hydroélectriques de la Côte d'Ivoire. Et comment on peut expliquer les coupures d'électricité dont les populations se plaignent au quotidien? Merci bien. Il faut dire que le barrage de Tabo fait 8,5 km dans la traversée. C'est un barrage qui alimente beaucoup le pays. Et donc, pour la question de coupure de courant, on était, là je parle en tant que député, on était à la soutenance à la fin du budget de l'énergie. J'ai participé. On a posé ces questions-là. On nous a fait savoir que la Côte d'Ivoire produit suffisamment d'électricité. Par exemple, on a dit qu'il y a trop de coupures dans ce temps. Et pourquoi est-ce que ça se passe? Et on apprend que le courant se vend dans les autres pays. Il a dit que non, il nous a bien expliqué. Je pense qu'à travers de votre antenne aussi, je pourrais expliquer aussi aux populations. Ce n'est pas à Tabo seulement que ça se passe présentement, mais il dit que c'est des cas ciblés. Il nous a fait savoir que la Côte d'Ivoire produit suffisamment d'électricité. Et donc, on peut vendre aussi ailleurs, on peut prêter. Mais la question qui se pose présentement, c'est que les lignes de transport de courant, là, pardon, les hautes tensions, là, ont pris des années. Ça a été réalisé il y a longtemps. Et donc, il y a des vieillissements par endroits. Et donc, il faudrait faire des travaux là-dessus. Et donc, ces travaux-là, ça a besoin de coûts, un coût budgétaire. On a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à ça tôt pour qu'on se retrouve dedans? Il a dit, mais effectivement, c'était question d'argent, question de budget. Mais apparemment, la CI aussi avait projeté de pouvoir électrifier tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et ils ont maximisé sur ça. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, actuellement, ce qu'ils devaient faire, c'est d'électrifier tous les campements de la Côte d'Ivoire. Il fait extension des villages et puis des villes qui ont déjà l'électricité. Alors, monsieur, malgré la présence de cette infrastructure dans votre commune, la jeunesse de Tabo se plaint encore du manque d'emploi. Est-ce qu'il y a des explications à donner à cela? Ou bien comment la question de l'emploi, vous la réglez dans votre commune? Non, mais justement, c'est pourquoi on demande à l'État de regarder comment est-ce qu'ils vont appuyer les communes dans la décentralisation et pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Voilà, là, il y a le barrage, mais le barrage n'est pas géré par la mairie. Et le barrage aussi, les jeunes ne peuvent pas aller travailler là-bas parce qu'ils n'ont pas la formation qu'il faut, c'est en électricité. Donc, ce n'est pas comme dans toutes les villes où il y a des sociétés qui viennent s'installer où les jeunes peuvent travailler là-bas. Donc, ça veut dire qu'en conclusion, le barrage de Tabo, ils ne peuvent pas, puisque si tu n'as pas un diplôme en électricité, tu ne peux pas travailler là-bas. Donc, comprenez que ça aussi, autant la superficie où se retrouve le barrage dessus, là, c'est des kilomètres carrés qui ont occupé les terres, ça c'est un, et que le barrage aussi est là. C'est en cela qu'on veut que l'État nous appuie sur les projets sociaux et sur l'appui des jeunes au niveau de Tabo. Et moi, je me dis que c'est des choses que l'État sait déjà. Puisque le barrage est là, tout le monde sait que le barrage produit du courant à partir de Tabo et qu'il y a ce que ça dégage. Donc ça, pour moi, ce n'est pas les démarches à courir derrière quelqu'un, mais on doit savoir et pouvoir aussi donner à cette jeunesse-là ce qu'il faut et pour que la jeunesse soit tranquille. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Adibrobo est un village de Tiemeleko dans la région du Morono. La localité est à l'épreuve du développement. Impossible d'évacuer les produits agricoles ou de se soigner sur place. À Adibrobo, en effet, il n'y a ni route ni centre de santé et le chapelet est long. Richard Dibiabonois revient sur la léthargie d'un village communal. Reportage.
À Dibrobo, village de plus de 1000 âmes situé dans la commune de Tiemelekro. Ici, la mutuelle de développement joue un rôle de premier plan dans toutes les activités liées au développement du village. C'est d'ailleurs cette mutuelle qui est à l'initiative de la célébration de l'excellence, journée au cours de laquelle plusieurs élèves ayant bien travaillé à l'école ont été récompensés. L'école, d'accord, mais à Dibrobo fait face à bien d'autres réalités qui freinent un tant soit peu sa marche vers le développement. Tout seul, je ne peux rien faire. La mutuelle n'a pas assez de ressources. Donc il faut faire appel à tous les enfants d'Adibrobo qui sont dans les villes, même à la diaspora. Nous avons mené une campagne de proximité avec eux, c'est-à-dire les approcher, échanger avec eux et voir dans quelle mesure on peut avoir des ressources pour faire ces travaux. Parce que sans les ressources, ça sera difficile de faire les travaux. Il y a des travaux qui vont relever de l'État, donc nous allons nous approcher auprès des autorités par des courriers, par peut-être des demandes de rendez-vous, échanger et puis voir comment ces défis-là, nous allons pouvoir les relever. Adibrobo ne dispose pas de centre de santé et la population peine à transférer ces malades vers des centres de santé plus appropriés. Lorsque les gens sont malades, nous les évacuons à Tiemelekro. Souvent, on prend les tricites. Au niveau des différentes voies de liaison d'Adibrobo aux autres localités, les fortunes sont diverses. Si le tronçon Anoumaba, Tiemelekro, Dembokro est en chantier, ce n'est pas le cas pour la voie Tiemelekro, Mbato, chef-lieu de région. La voie Tiemelekro, Mbato, ça nous tient que parce que notre préfecture, c'est en bateau. Et tous nos papiers, c'est en bateau. Les SREP, certificat de nationalité, casier judiciaire, et tout ça. Nous n'avons pas de voie qui mène de Tiemelekro en bateau. Donc ça fait que c'est difficilement que nous rentrons sur un bateau pour aller vraiment faire ces papiers-là. Donc vraiment, notre route de bateau Tiemelekro, nous demandons à l'État de bien nous aider à faire le bitume pour qu'on puisse avoir accès à notre lieu de région aussi facile. Les femmes d'Adibrobo sont constituées en associations coopératives pour espérer se prendre en charge et soutenir leurs différents foyers. Actuellement, on fait des champs de manioc. On ne paye pas, ça y est, on brousse. On vend en détail. On souhaite de nous aider, d'envoyer des usines à Tiemelekro pour qu'on puisse faire de la téké, pour qu'on puisse payer notre manioc. À y voir de près, il y a de l'espoir. Les lignes semblent bouger à un certain niveau. Bientôt, c'est la construction d'un centre de santé spécialisé ici à Tiemelekro et qui comprendra pratiquement tous les services. Et également à Dibrobo, vous avez vu l'école réhabilitée. Il y a aussi un foyer qui est en train de finir. Après ça, on passera aussi à un dispensaire, plus une maternité ici, pour vraiment rapprocher les parents des centres de santé. L'extension de l'électrification est vraiment Tiemelekro en chantier. Vous avez vu que lorsque vous êtes entré que Tiemelekro est vraiment en chantier. Et ça, nous disons merci au chef de l'État, merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un ensemble de défis qui s'imposent à toutes les filles et fils d'Adibrobo. Pour les réaliser, tous sont invités à l'union et à la solidarité. J'appelle les cadres, mes aînés, à faire comme la mutuelle d'Adibrobo. Vraiment de venir investir à Tiemelekro. Revenons chez nous et apportons le développement chez nous. Adibrobo aspire au développement, mais des difficultés jonchent le chemin. Une synergie d'action serait la solution pour atteindre l'objectif visé. Une nouvelle ère s'ouvrirait donc pour toutes les populations de cette localité de la région du Morono. Comme le Morono, la région voisine de l'Ifou est confrontée à une difficulté, l'approvisionnement en eau potable. Une sévère pénurie d'eau s'écoule d'Aoukro depuis quelques mois. L'État y a déjà engagé de gros travaux pour définitivement régler la question, mais en attendant, c'est la ruée des ménages vers les puits et forages privés. Le constat de Boubacar Silla et Charles Tatou. Hommes, femmes et enfants, bassines et bidons à main, à la recherche d'eau potable. Nous sommes à Daoukro, chef-lieu de la région de l'Ifou. Cette commune est confrontée à une pénurie d'eau, source de vie. Une situation à fort impact sur les ménages, surtout les populations vivant en hauteur. Le problème d'eau, là, ça nous fatigue. On ne gagne pas l'eau, on ne peut rien faire. Ça vaut maintenant 2 mois, 3 mois.
Cette pénurie d'eau grève le budget familial, les populations étant obligées de se rabattre sur les forages privés. Le voyage du tricycle, 10 bidons font 1500 francs. Si vous devez renouveler ça tous les jours, voyez ce que ça donne à la fin du mois. Les propriétaires de forages profitent de la situation pour faire affaire. Je suis venu puiser de l'eau pour aller livrer à domicile chez des clients. On paye l'eau 50, sans lever à 150, donc il y a notre transport dedans. Par jour, on peut avoir souvent 7 000, souvent 10 000. À Daoukro, la corvée de l'eau potable, pas seulement une affaire de femmes. Aujourd'hui, comme ça me fait le 5e bidon. Vraiment, c'est compliqué. Cette pénurie d'eau, la direction régionale de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité en sait les causes, surtout la réponse du gouvernement. Le fleuve Komoué alimente la ville, plus 7 forages. Au niveau de la ressource elle-même, elle est disponible parce que le fleuve Komoué est périn pratiquement. Depuis un certain temps, nous avons un problème de turbidité, si bien que la capacité de traitement de cette eau-là a diminué au niveau de l'usine. Et cela se ressent dans la ville. Pour pallier cela, nous avons sollicité les camions citernes de l'eau basés à Ouélé qui nous aident à résoudre un tant soit peu ces problèmes-là. La desserte de Daoukro en eau potable à partir des camions citernes de l'Office national de l'eau potable ONEP, pas la seule panacée de l'État. Des travaux de production et d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable sont en cours de réalisation. Ce sont des canalisations de diamètre 53 qui avaient été posées pour alimenter le quartier. Mais vu l'étendue du quartier, on a vu que le flux d'eau qui arrivait n'était pas vraiment conséquent. Au vu de l'étude, on a vu qu'il fallait mettre des tuyaux de diamètre 90 pour renforcer l'existant. Ils ont presque fini. On est maintenant à la pose des pièces spéciales. La pénurie d'eau à Daoukro, une réalité, mais le gouvernement est à l'œuvre pour y remédier. Venons-en à présent à cette révolution agricole. L'INECO, le projet Innovation pour l'efficacité et la compétitivité de la filière manioc. INECO est mis en œuvre par le Centre suisse de recherche scientifique à Dembokro dans la région du Nzi et les innovations qui en découlent révolutionnent la production de manioc. 115 tonnes à l'hectare contre 8 avec les anciennes méthodes culturelles. Les détails avec Soro Corona. Julien et ses associés en pleine récolte de manioc. Nous sommes à Trianicro, dans le département de Dembokro. Dans ce champ école paysan s'expérimente le projet Innovation pour l'efficacité et la compétitivité de la filière manioc INECO. Le manioc était simplement mis dans les champs d'igname et profitait juste de l'entretien de l'igname et après le départ de l'igname devrait se débrouiller dans la brousse. Dans ces conditions-là, les rendements étaient très bas, parfois 4 tonnes. Les meilleurs arrivent à 8 tonnes. Le manioc a pris de la valeur et aujourd'hui, on tente de faire du manioc une culture qui peut améliorer les revenus des agriculteurs et surtout aider plus efficacement dans la sécurité alimentaire. INECO, un projet du Centre suisse de recherche scientifique qui propose 3 innovations. Gestion du sol et dimensionnement des plants, optimisation des eaux de pluie, contrôle de l'enlèvement. Des techniques adoptées par les producteurs de manioc. Ces 3 groupes d'innovation permettent premièrement de contrôler les mauvaises herbes, de réduire le nombre de saclages considérablement. Les gens sont souvent obligés de sacler leurs champs 9 fois durant le cycle. Quand ils n'ont pas passé, c'est au moins 5 fois. Et ça pose d'énormes contraintes. Quand vous utilisez une variété cylindrique à ramification basse, vous nettoyez votre champ au maximum 2 fois, sinon une seule fois. Pendant les 3 premiers mois. Après, vous avez votre parcelle qui est tout couvert et c'est bon. Et ça permet aussi de maintenir l'humidité du sol. Notre manière de travailler avant et puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Si nous trouvons sur un terrain des herbes à graines, on doit faucher ces herbes-là d'abord avant de travailler. On entasse, tous les graines doivent tomber. Lorsqu'on pompe, on doit attendre au minimum 1 mois avant de travailler sur le terrain pour éviter les cas de maladie. Le sol est devenu très pauvre, donc ces légumineuses permettent au sol de retrouver ses propriétés physiques. On doit planter le manioc en ligne
et espacés d'au moins 1 mètre. Avant le projet INECO, les producteurs ne recouraient qu'aux techniques empiriques, pas d'itinéraire culturel. Avec ces innovations de INECO, des résultats. 115 tonnes à l'hectare, là où les anciennes méthodes ne permettaient de produire que 8 tonnes. Les rendements que nous avons obtenus sont allés du double au quadruple. Aujourd'hui, nous avons atteint des rendements de 115 tonnes à l'hectare. Je dis bien 115 tonnes à l'hectare avec nos technologies. Les variétés locales ont aussi été améliorées. Pourquoi? Parce que les paysans se sont appropriés très rapidement toutes les innovations qui ne coûtent rien, qui ne coûtent pas de l'argent, je veux dire. Sur ce site où nous sommes, nous avons 37,5 tonnes pour la variété locale. Avant l'arrivée du projet, ce n'est pas une variété qui était sélectionnée. On prenait toutes les variétés de manioc. On pourrait planter soit à 1,50 m, 3 m, 2 mètres. On essaie d'évaluer la distance sur une parcelle de 1 hectare. Les boutiques qu'on peut trouver, si on veut compter, ça ne peut pas valoir 2500 pieds. Sur 50 mètres carrés, si tu as trop eu au moins 4 tricycles, voilà, dans l'ancienne pratique. Lorsqu'on plante, ça peut durer au moins 1 an, 6 mois avant la récolte. Le champ de manioc désormais nettoyé 2 fois avant la récolte grâce à INECO, contre 6 fois antérieurement. Ces avancées et la hausse de la production expliquées au ministère de l'Agriculture représenté par le projet de renforcement des moyens de subsistance des petits exploitants et des femmes, Promopef et le bailleur de fonds, la BAD. En échangeant avec les producteurs, on sait que ces derniers ont véritablement appris et qui se sont appropriés les technologies qu'ils pourront développer dans leurs parcelles. Les bénéficiaires sont passés de 10 tonnes à l'hectare en termes de rendement à plus de 30 tonnes à l'hectare, voire même 60 tonnes à l'hectare. Donc c'est vraiment des résultats très très encourageants. Certains producteurs de manioc se sont montrés réfractaires au changement de méthode culturelle à l'avènement du projet. À partir de ce jour, je serai dedans aussi. Je vais faire les champs de manioc aussi. Je m'inscris et suis avec eux. Le projet INECO vise 2 objectifs: sécurité alimentaire et hausse des revenus des producteurs de manioc. Avec les rendements que je viens d'énoncer, qui sont sortis de nos démonstrations, à l'échelle nationale, je pense qu'on pourrait être à l'abri de l'insécurité alimentaire. On pourrait être à l'abri de la pauvreté en milieu rural. Quant au sens suisse des recherches scientifiques, les innovations proposées entrent dans la dynamique de la réduction de la pénibilité des travaux pour une agriculture plus résiliente au changement climatique. Pour terminer, revenons en bref et en images sur la célébration de la Journée mondiale du travail des enfants. Une occasion pour l'ONG Save Children d'appeler à une mobilisation renforcée des pouvoirs publics du secteur privé et des communautés pour accélérer l'élimination des pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. L'ONG salue les progrès enregistrés en la matière ces dernières années, mais fait noter que le phénomène demeure préoccupant dans les zones rurales et agricoles, en indiquant que sur près de 178 000 enfants en situation de travail en Côte d'Ivoire, 27 000 exercent des activités dangereuses. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Prochain journal des régions, dimanche 28 juin 2026. D'ici là, portez-vous bien.